souhaiteraient aider, mais qui n'aiment pas forcément passer par de grandes structures. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes-là? Comment faire concrètement pour leur permettre de venir en aide à la population rurale qui ont tant besoin d'assistance? Ces personnes... C'est ouvert, hein? Allô? Allô? C'est bon? Oui, ça marche. Ok. Je vais dire, pour aider et être sûr que son aide arrive au lieu même, il faut éviter de passer par ces grandes structures. Allô? Merci. On a tous ici des associations de chez nous. Dans cette association, tu parviendras à trouver quelqu'un de sérieux qui pourra mener ton action jusqu'au bout. Mais il ne faut pas y aller les yeux fermés. Il faut prendre le temps de bien connaître l'association parce qu'il y en a plein. Mais tu trouveras toujours quelqu'un dans l'association qui t'amènera au lieu désiré. Ou sinon, prends contact, renseigne-toi, prends contact avec la chefferie de ce lieu. Une fois que ça arrive à la chefferie, en général, même quand le chef se sert, au fait, le chef est là, il est chef. Mais il sait que si la population le lâche, il est foutu. Donc, n'importe comment, même quand il se sert, il se souvient que c'est sa population qui le garde debout. Donc, il donnera quand même un peu aux personnes vraiment qui sont dans le besoin. Mais si vous passez par ces grosses structures qui vantent beaucoup ici, je fais ça, j'aide, je fais ci, en Afrique, tu retrouveras tout sur le marché. Ce sera vendu. Il faut faire très attention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers invités, est-ce que vous avez des questions à poser à notre reine-mère? Oui, je vous en prie. Bonjour à tous. En fait, je voulais juste que vous puissiez repréciser La question. le nom de madame, le village, le pays, parce que j'aimerais faire connaître cette histoire. Voilà. D'accord. Vous voulez qu'on vous précise maintenant ou bien vous souhaitez avoir des informations concernant la reine-mère? Non, si, je pense que ça peut servir à tout le monde. La zone géographique et La tout. zone, voilà, le pays concerné. Le pays concerné, le Cameroun. Parce qu'elle n'a pas cité tout ça. Maman reine-mère, vous pouvez apporter ces précisions, s'il vous plaît? Je vais essayer d'être plus précise. Alors, je viens du Cameroun, c'est mon pays, de la province de l'Ouest, du département des Bamboutos, l'arrondissement de Bouda et du village Balachi. Merci. Merci. Merci beaucoup, reine-mère. Et j'aimerais aussi poser la question aux autres participants. Quel rôle peuvent jouer justement, en écoutant reine-mère, quel rôle peuvent jouer les associations, la société civile et les citoyens ordinaires dans la construction justement de cette économie de paix, surtout dans les zones rurales? Oui, vous pouvez prendre le micro si vous souhaitez lui apporter. Ça va, ça fonctionne. Ok. Comme ça a été rappelé par mon ami Philippe, la société civile joue un rôle important, le tissu associatif. C'est important de parler de tissu associatif et pas nécessairement d'associations qui sont de part et d'autre sur des thématiques particulières, constitue effectivement une force qui peut émaner et puis je suis un petit peu plus nuancé concernant sans faire l'avocat du diable, la question de la politique, des pouvoirs publics, puisque initialement le terme politique signifie la vie de la cité. Alors souvent, selon les actualités et ce qu'on entend de manière globale, disons qu'on a tendance à oublier que c'est la signification du terme. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Et le lien avec
la société civile, comme ça a été dit, et donc le tissu associatif, il est fondamental. Alors le lien, pour répondre à la question de manière plus précise, sur l'aspect économique, disons que dans les petites expériences que j'ai eues durant ma vie, j'ai eu une petite casquette où j'étais représentant des droits de l'homme pour la Croix-Rouge. Et donc, sur cette casquette-là, il y avait des différents débats avec des députés européens, notamment sur la question, pour être très concret, pour les questions des panneaux solaires, sur l'exploitation justement des enfants, donc le sourcing par rapport aux matériaux. On sait que 80% des matériaux servant à fabriquer des panneaux solaires importés en Europe proviennent de l'île qui pratiquent l'exploitation des enfants. On a des outils aujourd'hui qui permettent de dire facilement ces matériaux proviennent de tel endroit, donc de faire un billing, et donc de savoir un petit peu s'il y a un risque ou pas en termes de due diligence par rapport aux provenances de ces 10 matériaux, et donc de ce sur quoi on peut investir de manière durable. Et donc globalement, la question économique, là, elle rentre en jeu, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les États qui souhaiteraient s'engager ne le font pas? C'est la question de la concurrence sur le plan économique et sur les marchés. Et donc, à un moment donné, on peut dire qu'effectivement, il faut voir à l'échelle locale, et je rejoins ce qui a été dit aussi sur certains aspects, c'est peut-être le cas. Mais je pense que une vision plus globale et le fait de pouvoir exister à l'échelle internationale, ça ne peut passer que par des pouvoirs publics. Et donc à ce moment-là, les réflexions de fond, comme c'est le cas pour le travail que font mon ami sur l'ANU, elle est fondamentale, et je pense qu'il faut aussi pouvoir raisonner à une échelle plus globale. Donc les questions, effectivement, elles se font à l'échelle locale, elles sont insufflées par un aspect sociétal et associatif, mais pour autant, pouvoir le générer de manière sur des sphères qui sont à l'échelle internationale et qui permettent de défendre le marché public sont importantes aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, monsieur l'ambassadeur, si vous souhaitez aussi partager avec nous, quels sont les obstacles aujourd'hui que rencontre la société civile sur le plan international? Je suis beaucoup plus spécialisé sur l'immobilier, sur le logement. Et ça, le logement, c'est important parce que c'est tout le tissu familial qui en dépend. Les enfants sont élevés à l'école, peut-être, mais dans l'appartement, dans le logement. Sans logement, il n'y a pas de vrai tissu familial. Et il manque de logement dans le monde entier. Partout. Vous prenez aujourd'hui les guerres qui ont lieu, que vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus, ce sont des villes rasées entièrement, avec plus de logement. Les gens dorment dehors, etc. Comment voulez-vous qu'il y ait une éducation? Comment voulez-vous que les gens puissent être unis? Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur le logement, et il faut avoir une vision globale de la manière de s'investir et la manière de procéder. Naturellement, s'investir, procéder, c'est faire des constructions. Donc les constructions, les États sont responsables également, puisqu'il y a un ministère du logement dans tous les États. C'est ce ministère-là qu'il faut voir et prendre des accords avec les entreprises. Je vais vous raconter une petite histoire africaine, vous aimez ça, qui est drôle, qui m'est arrivée, parce que moi je logeais des logements, vous allez voir, ça n'a rien à voir, mais c'est rigolo, et je voulais vous la faire partager parce que c'est agréable. L'histoire, le titre s'appelle « Le marabout de la Villette ». La Villette, c'est une rue à Paris. Je loue un petit studio de 17 mètres carrés avec mezzanine. Une trentaine de candidats arrivent avec un dossier. Et à la fin, quand je vais juste fermer la porte, il y a un monsieur en boubou qui arrive de Côte d'Ivoire. Comme par hasard. Et il me dit, voilà, je suis, moi, un ancien ouvrier de Renault, dans l'île Seguin. Il se trouve qu'à Paris, il y avait une entreprise qui construisait donc des portières, etc. pour Renault, la construction des voitures. Et il me dit, moi, je m'occupais de serrer les boulons. J'ai fait ça pendant 31 ans. Waouh! Et maintenant, je suis en retraite. Et en plus, je suis marabout, je le dis. Mon rêve, c'est de pouvoir enfin
faire cette activité et j'ai même ma peau de chèvre. J'apprends que ma peau avait une peau de chèvre. Et ce gars-là, bon, je le regarde hyper honnête, quoi, ça se voit tout de suite. Hein. Donc je le prends comme locataire, il s'installe, il est content. Et puis un jour, au bout de 3 mois, je vais le rejoindre pour boire un café chez lui. Et parce que j'avais également une petite interrogation, il se trouve que j'avais 2 personnes, un du Congo et un autre du Cameroun, de Douala, Comme par hasard. qui ne payaient plus leur loyer. Enfin, c'est pas qu'ils ne payaient pas, ils étaient en retard tout le temps. Et je m'en confie au marabout. Je lui dis, quand je suis embêté avec ces 2 gars-là, il me dit, ne t'inquiète pas, donne-moi le téléphone et le nom, et je m'en occupe. Oh là là, ça va pas traîner. Le lendemain matin, je recevais un coup de fil des 2 locataires, pratiquement en pleurs, qui me disent tous les 2 la même chose. Il ne fallait pas lui en parler. C'est un marabout qui est très puissant. Tant mieux alors. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, je lève l'option marabout si vous payez dans les 2 jours La menace. ce que vous devez. 2 jours après, j'ai été payé. Ils n'ont plus jamais été en retard de leur loyer. Ben, ça, c'est une Gloire à Dieu. histoire africaine. Merci Il y a beaucoup, monsieur l'ambassadeur. état d'esprit, voyez-vous. Et pour moi, Il est mieux qu'un huissier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.